après une journée pleine hier, une soirée pleine aussi, je suppose. J'espère que vous avez pris aussi bien du plaisir que de la connaissance hier à travers tous les panels qui ont été présentés hier. Alors aujourd'hui, la deuxième journée, plusieurs panels également sont à l'actif de cette journée. Et on va commencer avec un premier panel relatif donc à l'industrie 4.0 et la dimension RSE appliquée à cette industrie-là, encore avec des intervenants de très haute facture. Nous avons consacré du temps et de l'énergie pour amener les meilleurs parmi nous. Et avant cela, je voudrais souhaiter la bienvenue à la GIZ, donc, qui sont là. On peut les applaudir, la GIZ, pour le soutien indéfectible qu'ils ont manifesté vis-à-vis de cet événement. Lorsqu'on les a sollicités, ils étaient tout de suite emballés, ils étaient tout de suite dans l'aventure. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir M. Félix Sarrazin, le représentant de la GIZ, pour un petit mot d'ouverture. Et ensuite, on basculera sur le premier panel relatif à l'industrie 4.0. M. Sarrazin, je vous en prie. Bonjour Anis. Premièrement, merci beaucoup pour cette invitation. Mais juste pour clarifier, parce que ça peut nous mettre dans des difficultés aussi, je suis juste le représentant d'un projet de la GIZ. Je vais en dire un mot plus tard, qui accompagne le secteur industriel de l'automobile et de l'aéronautique. Donc je ne peux que parler dans le nom de mon projet et pas dans le nom de toute la GIZ, même si je sais que d'autres collègues de la GIZ écoutent, participent et sont très engagés dans cette thématique. Il y en a 55 en Tunisie. Voilà. J'ai compris que vous n'êtes pas donc celui qui parle au nom de tous les projets, je vous en prie. Non, c'est pour ça que je voulais juste... donc voilà, merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour cette organisation, parce qu'en fin de compte, nous, on a suivi de loin, on n'a pas pu participer hier personnellement, mais on a suivi online. Cette prise de conscience, ce besoin d'intégrer les concepts de la RSE dans l'industrie a déjà été beaucoup discuté et déjà mis en œuvre dans certaines parties, mais aujourd'hui, c'est un critère clé pour la compétitivité de demain. Si on veut garder le site de Tunis, si on veut garder cette industrie importante en Tunisie, il faut qu'on travaille dessus, il faut qu'on avance. Que ce soit sur le côté social, pour loyaliser, fixer les employés, je crois qu'on en a parlé, que ce soit aussi avec vous d'EMCO, avec Draxelmeier, on est en train d'en parler, que ce soit sur la gouvernance. Je regarde vers la loi, comment elle s'appelle, la loi de la chaîne de valeur allemande qui vient d'être mise en place, que l'Union européenne est en train de discuter sur tout ce qui est aussi la corruption, les conditions de travail, etc. Et bien sûr, sur la thématique de l'environnement, dont l'empreinte carbone ou la législation de l'Union européenne vient d'être publiée le 16 mai. Donc, en tant que projet, nous, on soutient le secteur de la mobilité, donc surtout le secteur aéronautique, automobile, en Tunisie, avec plus de 100 000 emplois, avec plus de 150 entreprises. Surtout dans ce secteur aussi, les PME, dans l'application, dans la compréhension et l'application des règles et des critères de l'RSE, de la documentation, de la modélisation et puis de l'adaptation. Donc on suit aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt les discussions. On regarde aussi comment nous on peut s'adapter, s'inclure dans ce domaine. Et c'était avec grand plaisir quand tu m'as appelé qu'on a dit ok, oui, bien sûr, on est partant. C'est quelque chose qui est important, on est partant et on avance ensemble. Merci Anis. Et merci, bonne journée. Merci à M. Félix Sarrazin, donc chef de projet partenariat pour l'emploi et l'appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie, secteur auto, voilà. Aéronautique également. Alors, sans plus tarder, on va basculer sur le premier panel. Alors, le premier panel qui relève de l'industrie sera modéré par Madame Mariam Erchin, directrice à Mazars. On va l'applaudir, si vous permettez. Voilà.
C'est beau d'applaudir, ça va donner du tonus. Hein. C'est pour ça que je vous demande à chaque fois de le faire. Ça met en confiance les panélistes. Alors, Mariam, une belle brochette aujourd'hui, donc avec des panélistes donc de très haute voltige. Je suis ravi de recevoir, dans ce panel également M. Johnny de Mersma, qui est le CEO de Demco. Demco est une entreprise, donc c'est un groupe d'entreprises en fait, l'un des plus importants, qui emploie 4500 salariés ici en Tunisie. Ils sont présents sur 3 axes. Tout à l'heure, vous allez écouter ce que va dire M. Johnny de Mersma, qu'on l'applaudit également pour avoir fait le déplacement parmi nous. Merci d'être là. Adouya, une belle entreprise tunisienne, et le secteur pharma, donc avec Sitarq Hamemi, le directeur général de Adouya, bienvenue parmi nous, et le président de la Fédération de l'industrie pharma en Tunisie, également parmi nous. On l'applaudit si vous permettez, merci. Si Qaïs Mejri, alors Monsieur Industrie 4.0 au ministère, il est le directeur général de l'API, mais il a mis en place la stratégie donc, de l'Industrie 4.0. Merci d'être parmi nous. Actuellement, il est le directeur général de l'Agence foncière industrielle, mais en sa qualité d'expert en Industrie 4.0 qui se présente ici parmi nous. On va l'applaudir, hein, sinon il va se fâcher. Et puis, dernier donc, panéliste, Draxelmeier, c'est Badr Bouratas, qui est responsable, directeur IT régional de Draxelmeier. On est ravis que Draxelmeier soit avec nous pour la réussite au niveau de l'industrie 4.0, mais la réussite également. Donc, vous avez eu un prix hier, félicitations. Hein, donc, ils étaient parmi les lauréats des trophées qui ont été décernés hier. Et voilà, donc je ne vais pas monopoliser la parole, je vais tout de suite donner la parole à Mariam pour conduire durant 1 heure ce panel très intéressant. Merci Enis pour cette présentation. Je vous remercie d'être ici parmi nous pour débattre de ce sujet qu'est la digitalisation, l'industrie 4.0 et sa relation avec la RSE. Donc merci pour les présentations. Je vais pas reprendre ce qu'a dit Enis. Oui, vous aurez certainement le temps d'expliquer, de présenter à l'audience les actions, les stratégies RSE que vous avez entamées et que vous êtes en train de lancer. Déjà, une première partie de notre discussion, je pense que ce serait intéressant de la mener concernant la stratégie et la stratégie nationale en matière de développement durable. Qu'est-ce que vous pensez sinon de ces stratégies-là? Est-ce qu'il y a une connaissance de ces stratégies? Et s'il y en a, qu'est-ce que vous en pensez? Je laisse la parole peut-être à M. Taraq. Merci pour l'invitation. Moi je ne suis pas un expert en RSE, mais j'ai lu donc la politique ou la stratégie nationale en termes de développement durable. Je pense que ça colle très bien avec la réalité tunisienne. Ça colle aussi avec les objectifs de l'ONU en termes de développement durable. Et je pense que c'est quelque chose qui reprend les principes donc, de la RSE, du développement durable, donc le développement de l'existant en tenant compte donc, des besoins sans compromettre les besoins des générations futures. Donc je pense que ça colle bien. Maintenant, la question, quel est le degré d'implication des autorités tunisiennes et du tissu socio-économique en Tunisie pour la réussite de cette stratégie? Je pense que c'est une question très importante que nous devons nous poser, et dans quelle mesure donc, tout ce beau monde-là, nous sommes capables de réaliser ces objectifs et de réussir cette stratégie. Concernant la stratégie nationale, je n'ai pas une très grande idée parce que je trouve que la communication, je pense, entre les réseaux gouvernementaux et les entreprises privées dans ce sens manque un peu, de mon avis. La stratégie devrait être beaucoup plus communiquée et peut-être même surveillée
Mais qu'est-ce que c'est l'RSE? On parle beaucoup dans la stratégie nationale que j'ai lue aussi sur les pages gouvernementales. L'axe est surtout sur l'environnement, mais je crois que le facteur social n'est pas très beaucoup traité, et j'ai l'impression aussi le côté légal n'est pas très... je pense qu'il faut qu'on revienne d'abord à les bases. Il y a beaucoup de sociétés qui font des efforts RSE, et même avant que c'est devenu un nouveau concept, parce que maintenant on parle de RSE, avant qu'on parle tout simplement de respecter, appliquer toutes les règles et les législations nationales en matière de travail en vigueur. Je pense que c'est la première chose, respecter des conventions internationales ratifiées par la Tunisie, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, garantir un climat social serein dans l'entreprise, conforme aux normes de santé, sécurité, hygiène, me semble c'est une base, et respect des codes de travail, et puis bien sûr respecter et sauvegarder l'environnement en soi. Je trouve un peu étonnant que, et je suis bien sûr très content qu'on organise ce genre de panel sur le RSE, mais je crois que les services de l'État doivent mieux contrôler que les bases sont déjà appliquées dans les entreprises que je viens de citer. Et après, on peut prendre des autres entreprises comme exemple et essayer de mettre une stratégie en place qui vise vers faire encore mieux. Mais d'abord, est-ce que les bases sont respectées? Est-ce que les entreprises et même les citoyens en soi, les travailleurs, ce n'est pas uniquement l'employeur mais aussi l'employé, est-ce qu'ils prennent leurs responsabilités sociétales, pas uniquement en entreprise mais aussi en milieu région, ville, État tunisien. Merci. Merci à vous. Sinon, la parole à M. Dabebi en particulier pour, s'il a rajouté un détail par rapport à la stratégie nationale. Et puis, je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir Sirka Ismaili parmi nous qui, normalement, il va nous donner beaucoup plus de détails par rapport à la stratégie nationale pour l'industrie, en fait, en matière de développement durable et RSE. Merci d'abord pour l'invitation. Je remercie tous les panélistes d'avoir accepté cette présence, surtout qu'ils sont vraiment impliqués directement dans la RSE à travers des actions concrètes et à travers des stratégies bien établies dans leur entreprise. Bien évidemment, mettre en place une stratégie, une politique gouvernementale dans le domaine de RSE et de développement durable d'une façon globale est très important. Et le gouvernement, il a, en 2018, mis en place un cadre juridique pour la RSE à travers la loi 35-2018 qui établit les bases d'une gestion responsable des entreprises et une ouverture de ces entreprises sur leur environnement socio-économique. Il a mis en place un système de reporting et même il a invité l'ensemble des entreprises à réserver des budgets pour la RSE. Bien évidemment, un cadre juridique, ça reste toujours un outil parmi toute une palette de mise en place d'une stratégie. Il n'est pas suffisant en tant que tel, il faut au-delà des textes, il faut un portage politique, une volonté aussi bien du secteur public que du secteur privé. Et pour cela, c'est vrai, le texte il a été élaboré en 2018, mais quand même, ça reste au niveau de l'implémentation, au niveau des pratiques de RSE, ça reste quand même une pratique très, très limitée, n'a pas autant d'intérêt au niveau du secteur public que du secteur privé, à l'image de ce qui se passe à l'international. Parce que tout le monde s'accorde à dire que notre planète, nos sociétés ont besoin de cette fibre humanitaire, de cette fibre de responsabilité, d'éthique et de
d'ouverture sur le personnel, sur le monde de l'emploi, sur l'environnement, avec tout ce qu'on voit sur le climat, les impacts climatiques de l'activité humaine sur l'environnement. Et donc on a plus d'un engagement, on attend plus d'engagement de la part du secteur privé que de la part du secteur public pour protéger l'environnement et pour garantir un bien-être au niveau national. À part le cadre réglementaire, on trouve beaucoup d'initiatives. Dans le secteur public, depuis que j'étais mis à la tête de l'AFI, on a commencé à la mise en place d'une stratégie RSE pour l'AFI. La stratégie, elle se base non seulement sur la pratique, la mise en place de cette stratégie pour l'entreprise en tant que telle, AFI, donc ses engagements vis-à-vis de réduction des émissions carbone, de l'amélioration de bien-être, de la transformation digitale de l'entreprise, mais également on a des axes pour les zones industrielles pour lesquelles les industriels sont établis dans nos zones pour effectivement améliorer leur réduction d'impact sur l'environnement, sur nos propres zones industrielles à travers le boost de l'utilisation des énergies renouvelables, de la gestion de l'eau, de gestion des déchets, beaucoup d'axes sur lesquels on est en train de travailler et bientôt on va publier les axes, la stratégie d'RSE de l'AFI et que ce sera une première contribution d'une entreprise publique vis-à-vis de cette grande problématique de RSE. Voilà. Merci pour cette présentation. On voit qu'il y a des travaux qui ont été faits en matière de stratégie, en matière d'initiative, justement, pour faire de sorte que la RSE puisse faire partie de la stratégie industrielle, disons. Aujourd'hui, en fait, nos trois panélistes représentent trois secteurs d'activité industrielle qui sont très importants en Tunisie. On parle d'industrie pharmaceutique, on parle de textile et on parle aussi d'automobile. Donc je vais commencer dans l'autre sens maintenant. Je vais demander à M. Dabé de nous présenter un peu leur stratégie RSE et le type des actions qu'ils ont menées jusqu'ici ou qu'ils comptent mener. On a vu hier qu'ils ont les awards pour l'innovation technologique et donc voilà, est-ce qu'il y a lieu de nous parler encore plus de ces actions-là et de votre stratégie, de ce que vous comptez faire justement toujours en matière de RSE? En fait, merci pour l'invitation, merci pour le sujet parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet stratégique pour le groupe Dräxlmaier. Pour commencer, donc juste pour corriger, je suis Badr. Donc c'est pour cela que j'ai raté tout à l'heure la question, mais c'est pas grave. Donc c'était une petite clarification. En fait, pour la stratégie, pour répondre à la première question, et j'enchaîne, pour la stratégie de l'environnement, du gouvernement, on est indirectement aligné parce que la stratégie RSE, ça fait une partie de stratégie ou de la charte du groupe Dräxlmaier. Ça fait des années, vu que vous connaissez le groupe Dräxlmaier, c'est un groupe allemand, donc la RSE, elle a déjà commencé en Europe, ça fait des années. Il y a des activités qui sont déjà avancées. C'est la stratégie groupe donc, qui vous guide un peu en matière d'action RSE. Absolument. Donc le groupe Dräxlmaier, lorsqu'il partage des valeurs, il les partage sur tous les sites là où il est dans le monde. Et vu qu'on est en Tunisie, on est présent dans 5 sites de production avec 10 000 employés. Donc l'une de notre activité, c'est de participer activement et avec passage, disons, message contenu et dur avec nos employés pour comment dirais-je, donc changer leur culture, changer leur mentalité vers le sens RSE. Et c'est pour cela peut-être on est aligné indirectement avec le gouvernement parce que on suit les mêmes lignes, mais disons on fait des axes en parallèle. C'est pour cela peut-être un plus de communication de la part du gouvernement, un alignement, ça va nous aider à passer à la deuxième vitesse, là où l'employé trouve le message partout.
Donc, concernant la deuxième question, qui est les activités, le groupe Drexelmeier, il fait plusieurs activités sur tous les axes dans le RSE. Donc, on est sur l'axe social, comme je l'ai dit, avec nos employés, mais on est aussi au-delà de ça avec notre environnement écosystème, avec les écoles, avec la donation du matériel informatique, avec tout ce qui est support même des universités. Par exemple, on a lancé avec le support de GIZ donc un grand projet d'enseignement, tout un curriculum pour les ingénieurs tunisiens, tout nouveau. Ça s'appelle un cursus automotive, là où ils auront la top technologie de l'industrie automobile qui sera enseignée par des enseignants tunisiens ou des enseignants de l'Allemagne, et qui est totalement fondé, disons 50-50, entre Drexelmeier et GIZ. L'objectif, c'est d'avoir des ingénieurs state of art concernant toute cette technologie. On va fonder même un laboratoire de recherche dans l'université qui est totalement dans l'objectif de mettre à jour nos ingénieurs et d'être, disons, au top des ingénieurs mondiaux. Magnifique, et puis félicitations pour toutes ces actions. Et là, justement, on remarque qu'il y a des actions qui sont orientées vers l'axe social. Il n'y a pas que l'environnemental, parce que c'est vrai que en Tunisie, généralement, quand on parle de la RSE, on est pratiquement directement orienté vers les actions environnementales. Donc félicitations pour tout ce que vous faites, et je m'adresse à Monsieur Johnny pour nous parler encore plus aussi de la stratégie RSE chez Demco. On sait que vous êtes très actif dans ce domaine-là, donc si vous voulez nous donner un témoignage des différentes actions que vous menez. D'accord, merci. D'abord, nous avons, je crois, au sein des entreprises, à l'intérieur de nos entreprises, nous avons fait des centres de formation. D'abord dans le textile, depuis une quinzaine d'années, il y a des centres de formation intégrés dans l'entreprise. Nous sommes aussi actifs dans d'autres domaines. Nous avons des laboratoires de tests. Nous avons une entreprise qui propose une gamme d'aluminium, aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger. Et là, nous allons demain, c'est tout un petit hasard, nous allons inaugurer une nouvelle centre de formation qui me permettra de dispenser une formation avancée dans le secteur de la menuiserie aluminium à 180 jeunes Tunisiens, chercheurs d'emploi, dont 75 ils vont être supportés techniquement et financièrement pour créer leur propre menuiserie ou devenir installateur aluminium, donc les micro-entreprises. Le projet prévoit d'appuyer également 5 centres de formation publique de ATFP. Et d'ailleurs, je remercie le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et surtout aussi la GIZ ici présent qui sont partenaires dans ce projet ensemble avec notre entreprise Aluco privée. Qu'est-ce que nous avons fait encore dans l'entreprise à l'intérieur? C'est une exigence de la loi, mais je pense que peu le font. Et mon épouse, qui est tunisienne, et moi, que nous sommes tous les deux fondateurs du groupe, les plus vulnérables dans la société, nous tient particulièrement à cœur. C'est les personnes avec un certain handicap. Nous avons dépassé les 2% dans toutes nos entreprises. Et nous soutenons aussi par une fondation que nous avons créée, Damco Sanat, 3 écoles dans la région de Moknine, des handicapés, donc plus ou moins 180 élèves qui sont maintenant soutenus, qui vont à l'école chaque jour, qui sont ramassés même par des bus, et dans des espaces et dans des conditions très confortables, j'ose dire. Il y a même des centres de formation à l'intérieur, parce que les enfants ne restent pas des enfants, mais puis qu'est-ce qu'on fait avec les grands enfants, les adolescents et même plus âgés? Il y a une sorte de formation couture, et il y a même une sorte de formation agricole à l'intérieur d'un de ces 3 écoles, en fait. Et on essaye bien sûr toujours d'améliorer les conditions de travail à l'intérieur de nos entreprises. Nous faisons attention au bruit, nous faisons attention aux qualités d'air. On vient même d'installer des filtres d'air, donc au-delà de la climatisation et bien sûr l'aération, etc. Nous faisons bien plus pour être sûr que, par exemple, aussi l'eau potable qui soit disponible
Nous savons qu'il y a quelques soucis avec l'eau de Sonnette, donc il faut que l'eau potable il est vraiment potable. Et au niveau de l'environnement, nous sommes dans le textile a une réputation un peu mauvaise, mais il y a quand même des entreprises, pas uniquement la nôtre, mais il y a beaucoup d'entreprises en Tunisie qui font des énormes efforts pour réduire leurs impacts environnementaux. Par exemple, dans l'eau, nous utilisons beaucoup d'eau, mais depuis les dernières 5 à 10 ans, nous avons su réduire qu'à 90% notre consommation d'eau. Comment nous faisons ça? C'est par des nouveaux systèmes et des nouvelles procédés, bien sûr, de nouvelles machines et des nouvelles recettes, des nouvelles procédés de travail qui peuvent réduire jusqu'à 50% la consommation d'eau. Et l'autre partie, grâce à une investition dans une station d'épuration des eaux usées, que nous recyclons aujourd'hui à 80%. Et nous avons l'objectif pour 2025 de recycler à 97-98%. Donc ça s'appelle en anglais le Zero Liquid Discharge. Donc on n'aura plus d'impact sur l'environnement au niveau de l'eau. Donc on n'aura plus de rejet d'eau vers l'ONAS. Au niveau d'énergie, nous sommes à 25% d'énergie électrique verte par des panneaux solaires. D'ici 2025, nous venons de signer un accord avec la STEG. Le reste de 75% seront faits avec une installation de photovoltaïque un peu loin de l'usine, mais la STEG fera le transport vers les usines afin d'être 100% en énergie verte électrique. Magnifique. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Oui, je pense que c'est des actions vraiment qui vont dans le sens de la RSE. C'est des actions très intéressantes et l'idée aujourd'hui de les partager, de communiquer par rapport à ça, permet aux industriels de s'inspirer, de faire de sorte qu'il y ait justement au niveau de chacune de nos industries des actions dans ce sens-là. Je passe la parole à M. Tarek pour nous parler de Adwia et voilà, quelles sont les actions jusqu'ici menées et qu'est-ce que vous comptez faire en matière de stratégie RSE. Je voudrais parler sur le plan tout le secteur industriel. Encore Je prends mieux. la casquette de la CNIP. La CNIP, c'est la Chambre nationale de l'industrie pharmaceutique. Donc, comme vous savez, le secteur de l'industrie pharmaceutique est très actif sur le plan RSE à travers le monde et également en Tunisie. La situation en Tunisie est un peu différente entre les sociétés multinationales qui opèrent en Tunisie, qui ont des réflexes RSE et qui ont déjà des systèmes, des stratégies RSE Group qui sont également implantés en Tunisie. Donc, ils ont à la limite une longueur d'avance sur les entreprises tunisiennes sur le plan organisation, sur le plan structure RSE, organisation, etc. Sinon, c'est un secteur qui est très actif sur le plan RSE. Déjà, tout le monde sait que le secteur participe activement à tout ce qui est caravane de santé. Donc, tous les ans, il y a plusieurs caravanes de santé qui sont financées et honnêtement par tous les laboratoires pharmaceutiques en Tunisie. Le secteur a également été très actif au moment du Covid, donc en Tunisie, avec un très grand soutien en donnant du médicaments, l'assistance, etc. Et nous considérons que c'est un devoir, bien entendu, qui n'a rien à voir avec l'aspect économique ou l'aspect promotion médicale. Sur le plan énergie, donc, plusieurs entreprises ont déjà des unités de trigénération, donc récupération de l'énergie thermique. Nous consommons énormément d'énergie thermique dans l'industrie pharmaceutique. Il y a déjà 4 entreprises industrielles qui ont des unités de trigénération. La 5e est en cours, la 5e est à Adwia également. Il y a aussi des projets d'utilisation de l'énergie photovoltaïque. Pas beaucoup, honnêtement, sur l'industrie pharmaceutique, mais il y a des unités qui sont en cours d'étude dans le secteur. Sur le plan environnement, nous sommes équipés par une installation de traitement des eaux usées avant le renvoi à l'ONAS. D'autres sociétés également ont des unités de traitement d'eau. Bien sûr, dans notre secteur, nous utilisons beaucoup de réactifs, beaucoup de matières chimiques. Rien n'est envoyé, tout est stocké, donc tout est
rien n'est envoyé donc, dans les réseaux sanitaires publics. Quoi d'autre? Donc sur le plan formation, sur le plan, nous avons quand même des obligations, peut-être que d'autres n'ont pas. Nous sommes obligés d'assurer des formations continues. Il y a aussi la célébration de la journée du savoir dans beaucoup d'entreprises. Il y a la célébration de l'Octobre Rose dans beaucoup d'entreprises. Merci. Mais Donc, ça reste des actions sporadiques. On reviendra après sur la partie comment on peut structurer toutes ces Absolument. actions, comment on peut organiser, comment faire en sorte que ce ne soit pas des actions sporadiques, mais que ça fasse partie de toute une stratégie, de toute une politique. On en reparlera après si vous voulez. Tout à fait. D'ailleurs, c'est le plan de notre discussion, dans le sens où on va faire de sorte qu'on puisse comprendre quels seraient les next steps, quel serait le plan pour faire de sorte justement que ces initiatives soient structurées, que ces stratégies puissent être implémentées. C'est ce qu'il y a de plus important, parce que la stratégie est là, les initiatives sont là, donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse savoir, connaître comment contribuer à leur mise en œuvre au niveau de l'industrie tunisienne. Et permettez-moi maintenant justement de parler de Industrie 4.0. Peut-être, je vais, comme on est un peu pressé par le temps, je vais faire deux questions en une seule. Si vous voulez nous présenter et présenter à l'audience ici présente ce que c'est que l'Industrie 4.0 déjà, pour qu'on puisse comprendre ce concept d'une manière très simple. Et par après, est-ce que vous considérez déjà comme une industrie 4.0 ? Est-ce qu'il y a un gap qu'il s'agit d'atteindre ? Il y a des objectifs en matière de digitalisation. Et puis, cette digitalisation, ou ce niveau de maturité au niveau de la digitalisation, dans quelle mesure il contribue à la mise en œuvre de vos actions, de votre stratégie RSE ? Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une quatrième révolution industrielle à nos portes qui a démarré à partir de 2010-2012. Et cette quatrième révolution industrielle, elle se base sur un socle d'un bouquet technologique qui est l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, réalité virtuelle, la robotique, l'impression 3D et bien d'autres, l'IoT, etc., Big Data. Donc il y a un bouquet technologique basé sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication et qui est en train de se mettre en place progressivement dans l'ensemble des pays et des modèles de création de richesse et qui va influer drastiquement nos façons de s'organiser au niveau des sociétés, au niveau de l'économie, au niveau de l'organisation humaine. Et c'est pour cela qu'on parle d'une quatrième révolution qui vient après la première révolution industrielle basée sur le moteur mécanique, et puis la deuxième révolution sur le moteur électrique, la troisième sur tout ce qui est automatisation des process. Donc la quatrième, elle se base sur l'agencement de ces nouvelles technologies autour de tout processus de fabrication. Donc c'est une nouvelle révolution qui s'annonce avec une forme d'optimisation des process à outrance, avec un niveau de personnalisation des produits. On passe d'une production de masse vers une production personnalisée à tous les niveaux, aussi bien au niveau industriel, mais également même sur d'autres niveaux commercial, culturel, éducatif, santé. Il y a de plus en plus des services de santé personnalisés, des services éducatifs adaptés et personnalisés. Et donc, tout cela va créer de nouvelles opportunités, des nouvelles opportunités pour les entreprises, pour les citoyens et pour l'ensemble de la planète. Une accessibilité beaucoup plus intéressante, une mobilité plus rapide, un niveau d'accès instantané et personnalisé de ces services-là. Mais de l'autre côté, il va donner des challenges totalement nouveaux, et qui auront un impact sur les droits humains, des impacts sur l'environnement, des impacts sur l'économie et des défis majeurs. Et donc, du coup,
on a besoin d'une forme de régulation, une forme de responsabilité, une forme d'éthique, non seulement à l'échelle individuelle, mais à l'échelle des entreprises et à l'échelle des nations, pour rationaliser et pour guider cette nouvelle révolution d'une façon responsable et d'une façon durable. Et donc, si on peut citer des exemples, l'industrie 4.0 est une industrie qui va avoir des défis majeurs sur l'emploi, par exemple, et donc une industrie qui se met en place, qui, pas à l'image de la troisième révolution industrielle qui a touché ce qu'on appelle les blue collar workers, les employés qui utilisent du muscle et qui portent de la blouse bleue. Elle est de plus en plus, elle va toucher des employés qui sont à col blanc, c'est-à-dire des ingénieurs. Et quand on voit ce qui se passe actuellement avec l'intelligence artificielle générative et le chat GPT, etc., on voit qu'il y a beaucoup de métiers, beaucoup d'emplois qui risquent de disparaître. Également des métiers qui risquent d'apparaître, qui vont apparaître, et donc comment assurer cette transition pour assurer un emploi décent, durable, qui respecte la dignité humaine dans la durée avec ces nouveaux défis de l'industrie 4.0. Et là, il y a toutes les valeurs le socle de la responsabilité sociétale des entreprises qui doit être capable d'assurer cette transition et assurer ces impacts négatifs attendus de l'industrie 4.0 sur le secteur de l'emploi. Et c'est pareil pour d'autres secteurs au niveau des droits humains, quand on voit ce qui se passe par exemple sur le respect des données privées, la sécurité de l'information, la sécurité des données, ce sont également des défis majeurs pour les entreprises et pour les citoyens. Comment peut-on développer des solutions d'industrie 4.0 tout en respectant la dignité humaine, le respect de la confidentialité, la sécurité des données, etc., et l'intégrité des personnes. C'est pareil également pour le développement sur le bien-être et la santé. On va développer de plus en plus des montres connectées, des outils de santé personnalisés. On est de partout traqué par des capteurs de mouvements, de sensations, je ne sais pas, de sons, etc. Est-ce que ce mouvement, cette transition d'industrie 4.0 dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de tourisme, dans le secteur de transport, dans tous les secteurs confondus, tous ces défis-là, tous ces challenges-là, est-ce qu'ils seront capables de préserver une certaine durabilité et une certaine responsabilité? Ce sont deux axes majeurs qui sont très importants. Et là, c'est un effort de responsabilité sociétale, pas des entreprises seulement, mais des nations également. Et quand on voit la semaine dernière les présidents de la République des G7 qui se sont réunis pour voir quel rôle et quelle responsabilité devront avoir les États autour de l'intelligence artificielle générative, par exemple, et l'implication sur l'éducation et sur les différents secteurs, c'est un défi majeur qui doit être porté par les entreprises, par le public, par le privé, par le politique, etc. etc. J'ai toujours l'image qui a été véhiculée dans notre jeune âge avec le film de Charlie Chaplin sur le film de temps moderne, les temps modernes. Hein. Tout le monde se rappelle Charlie Chaplin en 1936, il y a déjà 90 ans presque de la publication, de la production de ces films-là, où on voit l'aliénation qui a donné cette automatisation de process qui a été prônée par le Ford, Mayor, par tous les pères fondateurs de ce qu'on appelle l'organisation scientifique de travail, et qui a conduit une révolution industrielle, qui a conduit à créer des gens aliénés, vraiment attachés à la machine, etc. Donc, elle a créé des problèmes et une révolution qui a conduit vraiment à des formes de travail presque de l'esclavagisme et l'adaptation de la personne à la machine. La quatrième révolution, c'est plutôt le contraire, c'est la machine qui va s'adapter à l'homme et ça va donner beaucoup d'opportunités,
mais également ça va créer une autre forme d'aliénation, une autre forme de temps moderne, hein, ça va créer une autre forme de défi. Et bien évidemment, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc, il faut que nous, les personnes, réfléchissent sur cette évolution et sur cette révolution, sur un fond d'humanisme, de respect des droits de l'homme, d'équité, de justice, de responsabilité et de durabilité. Et c'est très important. Et ça va nous toucher tout le monde. Il n'y a pas de plus en plus... notamment dans la révolution industrielle, quatrième révolution industrielle, industrie 4.0, on est de plus en plus confronté à un monde presque qui a été un petit village, hein. Il n'y a plus de frontières visibles avec ces nouvelles technologies. On est presque surveillé de partout, hein, avec le Facebook, avec le TikTok, etc. Ce n'est pas une révolution qui se passe ailleurs, on est tous dedans et donc on est tous impliqués et on est tous appelés à agir d'une façon responsable. Absolument, merci vraiment pour cette présentation du contexte et des défis majeurs justement, parce que je pense que toute révolution entraîne des défis qu'il s'agit de relever, mais aussi des actions qu'il s'agit de mener d'une manière réfléchie et structurée pour justement faire de sorte que l'équilibre soit sauvegardé. Bien sûr, c'est-à-dire l'objectif de toute entreprise, c'est de performer, on est tous d'accord. Je vais réatterrir un peu maintenant et demander à nos panélistes de présenter rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, rapidement vos actions en termes de digitalisation, votre niveau de maturité au niveau digitalisation et industrie 4.0 et sa relation avec la stratégie RSE. En quoi est-ce que ça pourrait aider justement à implémenter votre stratégie? En fait, je vais essayer de vous décrire des use cases de Dräxlmaier là où on a vraiment intégré l'industrie 4.0. En fait, l'industrie 4.0 c'est un palier stratégique du groupe. On a toute une stratégie qui s'étale sur les 10-15 ans prochaines. Déjà un programme complet qui s'appelle digitalisation, là qui couvre tous les processus de production et même le département RH, les départements finance, sales, etc. Tout ça sera digitalisé dans l'intérêt d'avoir des automatisations dans le process. Aussi, on vise de plus d'automatisation et robotisation des processus de production, tout en gardant la valeur ajoutée du facteur humain, parce que dans le câblage et aussi dans la production des produits intérieurs sont des produits de qualité, là où on aura besoin de la qualité et l'added value des ressources humaines. C'est pour cela donc on doit combiner, faire une bonne combinaison entre l'automatisation avec les robots. L'objectif c'est d'avoir moins d'accidents de travail, avoir un environnement de travail plus safe, plus sécurisé pour nos employés, c'est ça d'un côté, et focaliser sur leur valeur ajoutée de qualité. De plus, on fait face à une génération qui s'appelle génération Z. Donc, du coup, comme a dit Sekais, on ne peut plus compter uniquement sur l'effort musculaire. On doit compter sur l'intelligence de nos jeunes, et pour cela, on doit leur offrir des jobs plus intelligents, là où ils sentent leur valeur ajoutée, ils se sentent aussi connectés, avancés. Ça, d'un côté. De plus, l'industrie 4.0, par exemple, dans le processus de Dräxlmaier, elle intervient dans le supply chain, là où on fait une énorme réduction de l'énergie, de consommation d'énergie, avec optimisation des cycles de production, avec optimisation des ressources, comme on est les premiers en Tunisie à installer un système de contrôle de compresseurs d'air qui nous a fait un gain de 17% juste dans une année du coût de consommation d'énergie. En plus, revenant à mon domaine en IT, et j'essaie de finaliser. Justement, vous êtes directeur IT, donc vous êtes le mieux placé pour nous parler de digitalisation et de son impact. Absolument, donc l'IT il est involvé dans tous ces projets-là, indépendamment, mais aussi dans le côté IT, peut-être dans l'impact de l'IT lui-même. Et là, je vais parler d'un petit sujet, là on parle du Green IT, mais aussi en Dräxlmaier, on est en faveur plus, à part le Green IT, mais de l'IT for Green. Et ça fait une énorme différence. Je vais vous donner un chiffre. L'impact de l'IT, c'est de 1,5% dans la production de carbone annuelle.
Mais IT for Green, elle peut réduire à 9%, 9 fois plutôt, entre 15 et donc réduction de carbone en utilisant l'IT dans les processus de production, dans le processus de digitalisation. Et ça, c'est le vrai impact de l'IT. J'admire votre réponse parce elle parle d'un chiffre. Là, on est fixé. On voit vraiment l'apport de l'IT, mais en chiffres, en indicateurs, direct impact sur l'empreinte carbone qui va être, c'est-à-dire baissée. Absolument, parce qu'en fait l'IT, c'est un élément clé dans tout ce qui est nouvelles technologies, automatisation, industrie 4.0 et même industrie 5.0. Là, on parle de tout est robotisé, mais aussi, sans se faire conscience, on est en train de produire beaucoup de carbone. Une petite information simple, un simple email, ça produit 4 grammes de carbone, de CO2. Oula, je dois surveiller ma boîte alors. Oui, absolument. Donc, un simple email, sans rien du tout, il produit 4 grammes de carbone. En Allemagne, par jour, ils sont en train de circuler 9 billions d'emails. Dont 7,9 billions, ce sont des spams. Donc, il faudra vérifier et surveiller vos boîtes email, s'il vous plaît. Il faudra contribuer. C'est pour cela un simple email, il faut penser à réduire les emails, à réduire tout ça, sans parler de tout ce qui est programmation, etc. Là où, par exemple, les nouveaux langages de programmation, ils consomment plus de ressources, donc ils sont plus consommateurs d'énergie et de carbone. D'accord. J'en ai appris aujourd'hui, vraiment. Merci pour cette présentation. Je passe la parole à M. Johnny, ensuite à M. Talar pour parler justement aussi de votre niveau de digitalisation et l'impact RSE. Ok, merci. La digitalisation est bien sûr une stratégie dans nos entreprises également. Ça permet de bien sûr mieux gérer et surtout avoir des données en temps réel, par exemple tout ce qui concerne l'environnement, toutes les armoires électriques, toutes les machines énergivores, toutes les machines qui consomment de l'eau sont liées vers une centrale et donc il y a une surveillance à l'instant de toute la consommation énergétique et l'eau. Au niveau de la robotisme, par exemple, tout le monde a certainement un jeans dans son placard, dans l'armoire à la maison, peut-être même plusieurs. Il ne faut pas abuser, il faut acheter les bons et pas 5 mauvaises. C'est pas bon pour la planète. Ceux qui durent. D'ailleurs, une de nos actions, c'est d'essayer de vendre vers nos clients des pantalons jeans qui peuvent être délavés ou lavés chez eux à la maison 50 fois sans que la qualité se détériore. Au niveau du robotisme, je reviens. Dans les jeans, par exemple, vous connaissez que vous avez certainement des jeans usés. Vous achetez déjà un jean qui est usé, parfois même avec des trous dedans. Avant, ça se fait avec des machines dangereuses, comme de sablage. Puis, ça a été fait par des humains, il faut dire, avec un travail pénible, des meules, des papiers abrasifs, etc. Actuellement, il y a une technologie que nous avons installée, nous sommes à 90%, et ça se fait par le robot laser. Donc, 100%, les pantalons sont alimentées et détruites en quelque sorte ou usées par des lasers. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire encore dans le textile? Les usines modernes sont équipées. Tout ce qui est teinture, tout ce qui est délavage, tout ça, les machines sont alimentées par une cuisine centrale et automatiquement les produits chimiques sont acheminés dans les machines simplement par une recette automatisée, robotisée dans l'informatique. Donc ces deux exemples permettent bien sûr d'éliminer les travaux pénibles que en quelque sorte personne ne veut plus le faire et la jeunesse ne veut plus le faire et qui sont dangereuses. Donc on arrive à remplacer ce genre de boulot par des boulots beaucoup plus valorisantes. Et à l'heure du jour, par exemple pour les lasers, il faut qu'il y ait des designers en graphisme qui doivent y travailler. Nous avons une vingtaine. Déjà dans le design, nous sommes équipés en 3 dimensions dans un logiciel
Donc nous ne faisons plus des patronages sur papier ou carton, ou tout c'est fait ordinateur. Même il y a des avatars créés dans le système informatique que les essayages des articles comme des jeans ou des t-shirts ou des sous-vêtements sont faits sur un avatar avant de même réaliser un premier prototype. Donc on ne gaspille plus de temps et de matériel et de l'énergie à faire des multiples prototypes, puis les essayer, puis les corriger, etc. Tout se fait digitalisé. Ça demande une main-d'œuvre très qualifiée qui peut faire de travailler avec ce genre d'outils super intelligents. Également, nous avons un investissement dans l'agroforestier. Nous sommes en train de gérer 2 fermes en Tunisie. Et là aussi, l'industrie 4.0 est entrée. L'eau est un facteur très important. Donc, il faut toujours irriguer en Tunisie. Malheureusement, il faut donner de l'eau. Cette semaine, on a eu de la pluie, grâce à Dieu, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, pour que les plantes poussent, il faut donner de l'eau, mais avec des systèmes intelligents, on arrive à capter et mesurer l'humidité dans tous les endroits de la ferme, sur des centaines d'hectares, et on donne l'eau à la plante où il y a un vrai besoin et pour éviter le gaspillage de l'eau. Voilà quelques exemples. Merci, c'est des exemples très pertinents. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui par rapport à l'apport technologique, non seulement à la performance directement, mais aussi pour la RSE aussi. Si on réalise des économies d'énergie, d'électricité et d'eau, donc on est plein dans l'action responsable et sociétale. Sita, alors, par rapport à Adouya, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à Adouya, donc Adouya, nous faisons partie d'un groupe, c'est le groupe Kileni, qui a Adouya et Teriak. Et au niveau du groupe, donc c'est une stratégie bien bâtie et qui marche très très bien. D'ailleurs, la responsable RSE est là. Elle a géré l'année dernière un grand défi pour avoir donc 0 papier au 1er janvier 2023 et on a réussi à le faire. Elle a réussi à le faire à Teriak. Donc Bravo. il démarre l'année avec 0 papier. Tous les processus sont digitalisés. Ça mérite un applaudissement, peut-être. Ouais. Bravo. Enfin, vous méritez tous. C'est juste que ça a été un objectif respecté dans les temps. Donc, il y a maintenant la volonté de généraliser ça à l'ensemble des sociétés du groupe. Il y a également un grand travail qui a été fait sur le plan Industrie 4.0. Il y a des projets en cours, surtout à Teriak, un petit peu à Adouya. Ils ont une longueur d'avance sur nous déjà. Sur le plan RSE et le lien entre l'industrie 4.0 et la RSE, l'industrie 4.0 permet d'avoir des informations instantanées sur le processus. Donc je pense que c'est la plus grande force de l'industrie 4.0, en tout cas dans une usine. Et quand on dit information en temps réel, on dit réaction, décision en temps réel aussi, enfin en temps réel, ouais. Là où il faut vraiment agir et décider, Exactement. Absolument. Donc c'est une étape intermédiaire parce qu'il faut mettre le système, les capteurs, pour avoir l'information en temps réel, mais il faut mettre le plan d'action. Absolument. Exactement. Absolument. Autrement, ça ne sert à rien. Si on ne met pas les moyens pour pouvoir réagir à temps, pour pouvoir réajuster à temps, s'il y a par exemple, ça sert à quoi tout ça? Par exemple, s'il y a des rebuts qui sont plus importants que la normale, on va les détecter immédiatement et on va agir sur le champ. On ne va pas attendre à ce qu'il y ait que le problème s'étale ou qu'on produise des déchets importants. S'il y a une surconsommation d'énergie, on va le détecter immédiatement. Et ça, je pense, c'est un apport considérable de l'industrie 4.0. Nous, dans le secteur de l'industrie pharmaceutique d'une façon générale, nous sommes tenus par la traçabilité. Donc il y a beaucoup de processus qui sont déjà, de par la réglementation, de par nos obligations donc, légales et réglementaires, qui sont déjà numérisés, qui sont digitalisés, etc. Et là, tout le secteur donc, avance à grands pas vers l'industrie 4.0, qui apportera énormément à l'industrie et à l'RSE dans les entreprises. Je ne peux que vous féliciter pour toutes ces actions que vous menez. Je suis agréablement surprise de voir que l'industrie tunisienne, elle agit justement dans ce contexte-là, en matière de digitalisation, en matière de, disons, entreprises connectées. Ça porte vraiment beaucoup de, je dirais, de performance au niveau de pilotage. C'est un pilotage performant parce qu'on est apte à gérer, à décider vraiment à temps.
Et puis, donc, tout ça me permet justement de clôturer notre panel avec un autre sujet de discussion. On a remarqué que les initiatives sont là, les stratégies sont là, la maturité, la conscience de l'importance de ces actions aussi, on est conscient que c'est des actions qu'il s'agit vraiment de mener, de lancer et, sur le moyen et avec une c'est-à-dire perspective long terme. Mais aujourd'hui, dans quelle mesure vous arrivez justement à mettre en action votre stratégie RSE? Disons, quelles seraient les difficultés qui entravent la mise en implémentation de ces stratégies? Et quelles seraient vos recommandations aujourd'hui pour l'industrie pour justement booster l'initiative et les stratégies RSE? Je vais commencer. Oui, comme ça, dans la lignée. C'est plus simple. Je vais reprendre un peu la casquette de la CNIP, donc la Chambre nationale de l'industrie pharmaceutique. Le secteur fait énormément d'actions, mais qui sont le plus de temps, c'est des actions sporadiques, c'est-à-dire c'est des actions qui ne s'insèrent pas le plus souvent dans le cadre d'une stratégie bien définie, bien claire, etc. Et je pense que le plus grand handicap, c'est le fait que nos entreprises n'ont pas de structure RSE. Il n'y a pas de responsable RSE. Parce qu'un responsable RSE, qu'est-ce qu'il va faire? Il va définir la stratégie avec la direction générale, bien entendu. Il va essayer d'avoir des budgets, parce que tout passe par des budgets, et va suivre la réalisation de ces actions et sera redevable d'un rapport annuel de suivi, etc. S'il n'y a pas ça, l'action restera sporadique. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans notre secteur, nous participons, comme j'ai dit, nous participons beaucoup à des caravanes de santé. Mais comment ça se passe? Vous êtes contacté par un organisme ou une association, etc., qui organise une caravane de santé et on participe. Imaginez si on avait une structure RSE. On va se dire, on va être proactif. On va se dire, nous allons participer cette année à X actions. À 10 actions, par exemple, de caravane de santé. S'il n'y a pas de gens qui vont venir, c'est nous qui allons contacter ces associations-là pour participer à des caravanes de santé. Et quand le monsieur est redevable de dire, moi j'ai fait 10 actions de caravane de santé, j'ai, en fait, par exemple, j'ai dit l'Octobre Rose, on ne le fait pas tous les ans, alors que si ça fait partie de la stratégie RSE, tous les ans, il va y avoir ce diagnostic, ce dépistage, etc. Donc le fait d'avoir une structure à l'intérieur d'une entreprise, ça aide énormément à mener des actions RSE et à développer donc ce secteur qui ne peut que profiter à tout le monde d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. C'est comme le principe de l'amélioration continue. Si on n'a pas une structure au niveau de l'entreprise qui s'occupe de ça, rien n'aurait été fait. Et puis, les actions d'amélioration resteraient ponctuelles et sporadiques, comme vous le dites. Donc, l'impact de l'implémentation de la stratégie, c'est un impact organisationnel quelque part, si on veut vraiment mettre en œuvre ces stratégies-là. Votre avis, Monsieur Johnny? J'adhère aux améliorations continues. Je pense que c'est une stratégie à mettre en place dans toutes les entreprises ou peut-être chez soi aussi. Essayons d'être chaque jour. Personnel aussi. Oui, essayons d'être un peu mieux demain, mieux qu'aujourd'hui. L'RSE, il y a une condition à l'RSE, c'est la viabilité économique. Et les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, recyclage d'eau, énergie verte et tout ça, il y a un réel impact économique également. Donc, ce n'est pas uniquement écologique ou humain, mais il y a aussi un gain, bien qu'il est à long terme, un gain économique à faire. On sait tous que l'énergie ne va pas tomber, les prix ne vont pas tomber. Déjà, l'État tunisien est en train de le subventionner dans beaucoup de cas. Donc, je pense qu'il faut s'attendre à des augmentations réelles Donc, je pense que l'investissement dans tout ce qui est RSE est très important aussi pour la viabilité économique de l'entreprise, je suis certaine, mais je crois qu'il y a quelques défis. Il faut des bailleurs de fonds ou les banques tunisiennes devraient accompagner les entreprises pour pouvoir faire des investissements lourds à long terme. Il y a aussi peut-être une petite responsabilité gouvernementale au niveau des États, ce n'est pas uniquement tunisien, mais aussi des autres pays, au niveau des échanges entre les pays et aussi peut-être des incitations au niveau des taxes, impositions, etc.
une entreprise ou un citoyen qui respecte certaines règles, pourquoi il doit payer autant d'impôts que les autres, ou même au niveau de sécurité sociale, les entreprises qui ont diminué ou qui ont éliminé, espérant, tous les accidents de travail, par exemple, pourquoi il n'y a pas d'incitation forte envers ces entreprises pour diminuer les charges sociales. Merci. Si Badr. Merci. Donc en fait, j'adhère aussi au principe RSE. Donc c'est pas un sujet à discuter, comme déjà dit, le groupe Drexelmeier. C'est l'une des stratégies primordiales d'être RSE et d'être impactant sur la société. Néanmoins, je suis en faveur d'un alignement national. Donc, côté gouvernement, peut-être il y aura une stratégie qui peut être communiquée aux industriels ou aux compagnies d'une façon générale. L'objectif, c'est de nous désigner, nous définir les points à intervenir. Et là, on se partage la charge et on sera plus efficace dans une courte durée. Parce qu'en fait, actuellement, je vois que le RSE, chacun intervient selon son point de vue, selon son situation, selon sa connaissance, mais on ne peut pas avoir les mêmes informations qu'a le gouvernement. Donc le gouvernement a un overview total sur le pays. Il peut nous aider à mieux intervenir, à être plus efficace. De un, il peut aligner nos activités. Donc, disons, nous, on intervient dans un axe, une autre compagnie intervient dans un autre axe, etc. Et de plus, on réduit le comportement de pompiers qu'on est en train de faire. Disons, une crise de Covid, tout le monde distribue quelque chose, mais après, ça se réduit. Et l'une des mots-clés de le RSE, c'est le sustainability. Donc, Oui. même les activités RSE doivent être sustainable. Tout à fait, absolument. Merci pour votre réponse. Si j'ai à synthétiser un peu, donc je dirais que vous êtes tous d'accord qu'il s'agit vraiment de mettre un cadre qui serait valable et qui pourrait justement inciter, pousser les entreprises à agir pour la RSE, mais surtout avec une certaine cohérence. C'est-à-dire que ça a été constaté aussi au niveau de l'Europe. Ils ont finalement, d'après la directive en décembre 2022, il y aura c'est-à-dire une publication des données extra-financières, mais selon des normes bien définies, ce qu'on appelle la CSRD et le SRS. Donc je pense qu'ils ont eu la même difficulté, parce que chacune des entreprises, elle agit à sa propre initiative. Donc on voit l'initiative, elle est là, mais ça va être des initiatives sporadiques peut-être, ponctuelles, pas forcément structurées. Donc le cadre, le contexte national, stratégie, devrait être là pour justement faire de sorte que les initiatives RSE soient encouragées par l'État. Et je donne justement la parole à Vassili Reis pour nous parler plus des défis et comment est-ce que, de ces défis-là qui ont été exposés par ces industriels de pointure, et comment est-ce que le cadre national pourrait justement être, c'est-à-dire voilà, travailler dans ce sens et encourager pour la mise en œuvre des stratégies RSE. Je rejoins parfaitement ce qui a été préconisé par mes collègues. Effectivement, il faut garantir une certaine durabilité pour l'action et pour les stratégies de responsabilité sociétale. La première condition clé pour garantir une telle durabilité, c'est de fixer la vision. Chaque entreprise doit dresser d'abord une vision en matière de développement durable en termes de mission, vision, valeur de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut atteindre, et insérer un alignement stratégique entre la stratégie de l'entreprise et la stratégie RSE. Il faut également garantir une adhésion, une appropriation du personnel de l'entreprise, des ressources humaines autour de cette stratégie-là. Parce qu'on ne peut pas garantir une durabilité si le personnel n'est pas convaincu par cette démarche RSE. Et malheureusement, il y a parfois une confusion entre l'RSE et l'effort caritatif des entreprises. L'RSE, ce n'est pas une activité caritative où on va aider des personnes démunies pour des actions sporadiques et vraiment déconnectées des objectifs de l'entreprise. Il faut que l'activité RSE s'intègre dans l'activité de l'entreprise, dans les objectifs de l'entreprise, et permet de réduire l'impact de cette activité, de cette intervention de l'entreprise dans son environnement local et son environnement international. Si on reste dans un cadre
totalement caritatif et qui n'est pas connecté à un aspect économique derrière et un aspect vraiment de réduire l'impact de l'entreprise sur l'environnement, ça va être très difficile. Pour la FI, par exemple, les conditions pour améliorer la stratégie RSE, c'est d'abord de préparer une stratégie partagée, écrite, avec un plan d'action bien clair. Deuxièmement, on a fait une unité et un budget dédié pour la RSE, et donc du coup pour garantir vraiment un système gouvernance qui ne dépend pas uniquement des personnes mais des structures. Troisièmement, on a également fixé, contractualiser des initiatives, des partenariats, notamment avec des réseaux tels que le Global Compact des Nations Unies. Et la FI, elle a eu l'acceptation, l'adhésion au réseau international des Nations Unies au niveau de RSE. Et ça permet de garder ce réseau-là, de garder l'entreprise déjà connectée par les bonnes pratiques et essayer d'améliorer son système de reporting. Et ça va permettre la pérennité des actions. Et donc, si quelque chose à préconiser, c'est vraiment la gouvernance, une bonne gouvernance de cette stratégie pour assurer sa pérennité. Merci vraiment pour votre réponse. C'est une notion pertinente que vous venez de noter, c'est le reporting justement. Quand on dit un reporting pour les actions RSE, on parle de 3 composantes E, S et G, c'est-à-dire l'environnement, le social et la gouvernance justement. La RSE sous toutes ses formes et selon ces axes-là. Si on a synthétisé, je pense que si on parle l'industrie 4.0, digitalisation ou encore RSE, c'est des leviers importants pour la performance de l'entreprise et elle doit s'y mettre justement aujourd'hui, sinon hier, parce que vraiment c'est important d'être c'est-à-dire au niveau nécessaire pour justement être concurrentiel et garantir la viabilité et la durabilité de l'activité de l'entreprise. Je vous remercie pour ce débat, c'était vraiment intéressant, on a appris beaucoup de choses et c'était des témoignages très intéressants et peut-être que d'autres entreprises, PME aussi, industrie tunisienne, pourraient s'en inspirer. Il y a des actions peut-être qui ne nécessiteraient pas un grand budget, mais l'essentiel c'est de commencer, c'est d'être conscient, sensible à cette thématique qu'est la RSE. Ce n'est pas que le caritatif, c'est toute une stratégie, ça a des dimensions vraiment très importantes par rapport à l'entreprise, à l'environnement et au social justement, à la composante humaine de l'entreprise, parce que ça c'est très important. Je vous remercie et voilà, j'espère que vous aurez une bonne continuation, une bonne réalisation de tous vos projets et vos stratégies RSE. Merci. Merci, merci. On va d'abord les remercier un par un. Donc merci à... bien sûr, il faut s'asseoir, bien sûr. Vous allez vous asseoir quand même. Excusez-nous, on va vous applaudir. Hein, donc, alors, Marie Merchine, directrice de Mazars, merci beaucoup pour avoir dirigé ce panel. Voilà, oui. Et en tant que modérateur professionnel, j'ai bien peur pour ma place dorénavant. Donc voilà, avec Marie. Sitar Hamemi, merci d'avoir été avec nous, le directeur général de Aduya et le président de la Fédération tunisienne des sociétés d'industrie pharmaceutique. Et nous avons de très belles sociétés ici en Tunisie qui exportent énormément également. Moi, j'aurais aimé peut-être que vous nous parliez un peu de l'export, parce que vous avez au sein de votre groupe également donc des entreprises comme Teriac et autres qui sont implantées au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et peut-être la dimension RSE aussi est très importante dans ces pays-là également. On aura l'occasion d'en discuter lorsque le forum sera régional et peut-être même continental. C'est la vision que nous donnons, donc je l'espère, à ce forum également. Alors, Johnny de Mersman, merci aussi d'avoir été des nôtres et d'avoir contribué à ce panel avec la richesse donc, de votre entreprise. Si Mohamed Badr Bouratas, le directeur régional IT, Europe et l'Ouest et l'Afrique de l'Ouest à Draxelmaier Group, merci infiniment.
Et puis, Siraïs Mejri, le directeur général de l'AFI, l'agence foncière industrielle également. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres dans ce panel relatif à l'industrie 4.0. Et sans transition, juste pour faire les salutations, hein, donc, je salue l'arrivée de son Excellence, M. Marcus Cornaro, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie. Bienvenue parmi nous, Excellence. Merci d'avoir fait le déplacement et d'être dans ce forum également. On va tout de suite basculer, après avoir salué nos panélistes, au panel suivant, très attendu. On vous a un peu gratifié avec une muse-bouche hier par rapport à l'empreinte carbone, mais on va dédier tout un panel maintenant à l'empreinte carbone avec donc des intervenants majeurs. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour tout ce beau panel.